Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Partie 2. Chapitre 5. Les conseils de la chenille. La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilé de sa bouche, puis, s'adressant à elle d'une voix languissante et endormie, « Qui es-tu » lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je ne sais pas très bien, madame. Du moins, pour l'instant... Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. »« Que veux-tu dire par là ?» demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi. »« Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous ?»« Non, je ne vois pas, » dit la chenille. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, » reprit Alice avec beaucoup de politesse. « Car, tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive, et de plus, cela vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. »« Allons donc !» s'exclama la chenille. « Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, » continua Alice, « mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, cela vous arrivera un de ces jours, vous savez, puis en papillon. Je suppose que cela vous paraîtra un peu bizarre, ne croyez-vous pas ? » « Pas le moins du monde, » répondit la chenille. « Eh bien, il est possible que cela ne vous fasse pas cet effet-là, » dit Alice. « Mais tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait extrêmement bizarre, à moi. »« À toi ?» fit la chenille d'un ton de mépris. « Mais qui es-tu, toi ?» Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Alice, un peu irritée de ce que la chenille lui parla si sèchement, se redressa de toute sa hauteur et déclara d'un ton solennel. « Je crois que c'est vous qui devriez d'abord me dire qui vous êtes. »« Pourquoi ?» répliqua la chenille. La question était fort embarrassante. Comme Alice ne pouvait trouver une bonne raison, et comme la chenille semblait être d'humeur très désagréable, elle lui tourna le dos et s'éloigna. « Reviens !» lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Ceci semblait plein de promesses, certainement. Alice fit demi-tour et revint. « Reste calme, » déclara la chenille. « C'est tout ?» demanda Alice en maîtrisant sa colère de son mieux. « Non, » répondit la chenille. Alice pensa qu'elle pourrait aussi bien attendre, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire, et peut-être qu'après tout, la chenille lui dirait quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendue. Pendant quelques minutes, la chenille fuma en silence, puis, finalement, elle décroisa ses bras, retira le narguilé de sa bouche et dit « Donc, tu crois que tu es changée, n'est-ce pas ?»« J'en ai peur, madame. Je suis incapable de me rappeler les choses comme avant, et je ne conserve pas la même taille 10 minutes de suite. »« Quelles sont les choses que tu ne peux pas te rappeler ?»« Eh bien, j'ai essayé de réciter, voyez comme la petite abeille, mais c'est venu tout différent de ce que c'est en réalité, » répondit Alice d'une voix mélancolique. « Récite-moi. »« Vous êtes vieux, père William, » ordonna la chenille. Alice joignit les mains et commença. « Vous êtes vieux, père William, » dit le jeune homme, « et vos cheveux sont devenus très blancs. Sur la tête, pourtant, vous continuez à marcher. Est-ce bien raisonnable à votre âge, vraiment ? » « Dans ma jeunesse, » répondit père William à son fils, « je craignais que cela ne m'abîme le cerveau. Mais maintenant, je suis convaincu de ne pas en avoir. Je peux donc faire cet exercice encore et encore. »« Vous êtes vieux, » dit le jeune, « comme je vous l'ai déjà dit. »
et vous êtes devenu extraordinairement gros. Pourtant, vous franchissez la porte d'un saut périlleux arrière. Je vous en prie, quelle est la raison de tout cela? Dans ma jeunesse, dit le vénérable en remuant ses mèches grises, je conservais la souplesse de mes membres. Par la vertu de cet onguent, un shilling la boîte, permets-moi de t'en vendre 2. Vous êtes vieux, dit le jeune, et vos mâchoires sont trop faibles. Pour tout ce qui est plus dur que le beurre. Et pourtant, vous avez mangé l'oie avec le bec et les os. Je vous en prie, comment avez-vous réussi à faire cela? Dans ma jeunesse, dit le père, je faisais dans le droit, en argumentais toutes choses de la vie, avec ma femme. La force musculaire de ma mâchoire est ainsi acquise et a duré toute ma vie. Vous êtes vieux, dit le jeune, et nul ne pourrait supposer que votre vue est aussi bonne que dans le temps. Sur le bout de votre nez, pourtant, vous tenez en équilibre une anguille. Qu'est-ce qui vous avait fait si habile? J'ai répondu à 3 questions, et cela suffit, dit le père. Ne te donne pas des airs. Penses-tu que je peux écouter chaque jour de telles bêtises? File, ou je te fais descendre les escaliers avec mon pied. Cela n'est pas du tout cela, fit observer la chenille. Pas tout à fait cela, j'en ai bien peur, dit Alice timidement. Il y a quelques mots qui ont été changés. C'est faux du début à la fin, affirma la chenille d'un ton sans réplique. Et il y eut quelques minutes de silence. La chenille fut la première à reprendre. Quelle taille veux-tu avoir? Oh, je ne suis pas particulièrement difficile pour ce qui est de la taille, répondit vivement Alice. Ce que je n'aime pas, c'est d'en changer si souvent, voyez-vous. Non, je ne vois pas, répondit la chenille. Alice garda le silence. De toute sa vie, jamais elle n'avait été contredite tant de fois, et elle sentait qu'elle allait perdre son sang-froid. « Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ?» demanda la chenille. « Ma foi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. 8 centimètres de haut, c'est vraiment une bien piètre taille. »« Moi, je trouve que c'est une très bonne taille, » répliqua la chenille d'un ton furieux, en se dressant de toute sa hauteur. Elle mesurait exactement 8 centimètres. « Mais moi, je n'y suis pas habituée, » dit Alice d'une voix pitoyable, afin de s'excuser. Et elle pensa « Je voudrais bien que toutes ces créatures ne se vexent pas si facilement. »« Tu t'y habitueras à la longue, » affirme la chenille. Après quoi, elle porta le narguilé à sa bouche et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'il lui plût de reprendre la parole. Au bout d'1 ou 2 minutes, la chenille retira le narguilé de sa bouche, bâilla 1 ou 2 fois et se secoua. Puis, elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant après avoir prononcé ces simples mots en guise d'adieu. Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser. Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? Pensa Alice. Du champignon, dit la chenille, exactement comme si Alice eût posé ces questions à haute voix, après quoi elle disparut. Alice regarda pensivement le champignon pendant une bonne minute, en essayant de distinguer où se trouvaient les 2 côtés. Mais, comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile à résoudre. Néanmoins, elle finit par étendre les 2 bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put, et en détacha du bord un morceau de chaque main. « Et maintenant, lequel des 2 est le bon ?» se dit-elle en grignotant un petit bout du morceau qu'elle tenait de sa main droite, pour voir quel effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton. Il venait de heurter son pied. Terrifiée par ce changement particulièrement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle rapetissait rapidement. Aussi, elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y arriver et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait dans sa main gauche.
« Enfin, ma tête est dégagée !» s'exclama-t-elle d'un ton ravi. Mais presque aussitôt, son ravissement se transforma en vive inquiétude lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne retrouvait nulle part ses épaules. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était un cou d'une longueur démesurée qui semblait se dresser comme une tige au-dessus d'un océan de feuilles vertes, bien loin en dessous d'elle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ?» poursuivit Alice. « Et où sont donc passées mes épaules ? Oh, mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir ?» Elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter légèrement les feuillages lointains. Comme elle semblait n'avoir aucune chance de pouvoir porter ses mains à sa tête, elle essaya d'amener sa tête jusqu'à elle, et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions, comme un serpent. Elle venait juste de réussir à le courber vers le sol en décrivant un gracieux zigzag, et elle s'apprêtait à plonger au milieu des feuillages dont elle découvrait qu'ils n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle s'était promenée quelques temps plus tôt, lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer en toute hâte. Un gros pigeon s'était jeté de plein fouet sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» criait le pigeon. « Mais je ne suis pas un serpent !» riposta Alice d'un ton indigné. « Laissez-moi donc tranquille !»« Serpent, je le répète !» continua le pigeon d'une voix plus calme. Puis il ajouta avec une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, mais rien ne semble les satisfaire. » « Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez, » dit Alice. « J'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les talus, j'ai essayé les haies, » continua le pigeon, sans prêter attention à elle. « Mais ces serpents, impossible de les satisfaire. » Alice était de plus en plus intriguée. Cependant, elle pensa qu'il était inutile de prononcer un mot de plus avant que le pigeon eût fini de parler. « Comme si je n'avais pas assez de mal à couver mes œufs, poursuivit-il. Il faut encore que je reste nuit et jour sur le qui-vive à cause de ces serpents. Ma parole, voilà 3 semaines que je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde. »« Je suis navrée que vous ayez des ennuis, » dit Alice, qui commençait à comprendre. « Et juste au moment où j'avais pris l'arbre le plus haut du bois, » continua le pigeon, dont la voix monta pour devenir un petit cri aigu. « Jusqu'au moment où je croyais être enfin débarrassée d'eux. Voilà qu'ils descendent du ciel en se tortillant. Pouah, sale serpent !»« Mais je vous le répète que je ne suis pas un serpent. Je suis... Eh bien, dites-moi ce que vous êtes, dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, dit Alice d'une voix hésitante, car elle se rappelait tous les changements qu'elle avait subis ces jours-là. Comme c'est vraisemblable, s'exclama le pigeon d'un ton profondément méprisant. J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais aucune n'avait un cou pareil. Non, non, vous êtes un serpent, inutile de le nier. Je suppose que vous allez me raconter aussi que vous n'avez jamais goûté un œuf. J'ai certainement goûté à des œufs, répliqua Alice, qui était une enfant très franche. Mais, voyez-vous, les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents. Je n'en crois rien, dit le pigeon. Pourtant, si c'est vrai, alors que les petites filles sont une espèce de serpent, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette idée était tellement nouvelle pour Alice qu'elle resta sans mot dire pendant 1 ou 2 minutes, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter « Je sais très bien que vous cherchez des œufs. Dans les conditions, qu'est-ce que cela peut me faire que vous soyez une petite fille ou un serpent ?»« Cela me fait beaucoup, à moi, » dit Alice vivement. « Mais il se trouve justement que je ne cherche pas d'œufs. D'ailleurs, si j'en cherchais, je ne voudrais pas de vos œufs à vous. Je ne les aime pas lorsqu'ils sont crus. »« Eh bien, allez-vous-en alors !» grommela le pigeon d'un ton maussade, en s'installant de nouveau dans son nid. Alice s'accroupit parmi les arbres, non sans peine, car son cou s'empêtrait continuellement dans les branches, et de temps en temps, elle était obligée de s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les 2 morceaux de champignons. Alors, elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre. Parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille habituelle.
Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché de cette taille normale qu'elle se sentit d'abord toute drôle. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et commença à parler toute seule, selon son habitude. « Et voilà, j'ai réalisé la moitié de mon plan. Comme tous ces changements sont déconcertants, d'une minute à l'autre, je ne sais jamais ce que je vais être. En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin, et cela, je me demande comment je vais m'y prendre. » En disant cela, elle arriva brusquement dans une clairière où se trouvait une petite maison haute d'1,20 m environ. « Quels que soient les gens qui habitent ici, pensa Alice, cela ne serait pas à faire de leur rendre visite, grande comme je suis. Ils en mourraient de peur, c'est sûr. » Elle se remit donc à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventura près de la petite maison que lorsqu'elle eut ramené sa taille à 20 centimètres. Chapitre 6. Porc et poivre. Pendant 1 ou 2 minutes, elle resta à regarder la maison en se demandant ce qu'elle allait faire lorsque, soudain, un valet de pied en livrée sortit du bois en courant. Elle se dit que c'était un valet de pied parce qu'il était en livrée, mais à en juger seulement d'après son visage, elle l'aurait plutôt pris pour un poisson. Le valet frappa très fort à la porte de ses doigts repliés. Celle-ci fut ouverte par un autre valet de pied en livrée, au visage tout rond et aux yeux saillants comme ceux d'une grenouille. Alice remarqua que les 2 laquais avaient le crâne recouvert d'une chevelure poudrée et tout en boucle. Elle se sentait très curieuse de savoir de quoi il s'agissait, et elle se glissa un peu hors du bois pour écouter. Le valet de pied poisson commença par prendre sous son bras une immense lettre, presque aussi grande que lui, puis il la tendit à l'autre en disant d'un ton solennel : « Pour la duchesse, une invitation de la reine à une partie de croquet. » Le valet de pied grenouille répéta du même ton solennel, mais en changeant un peu l'ordre des mots. « De la reine, une invitation à une partie de croquet pour la duchesse. » Puis, tous 2 s'inclinèrent très bas et leurs boucles s'entremêlèrent. Alice se mit à rire si fort à ce spectacle qu'elle fut obligée de regagner le bois en courant de peur d'être entendue. Quand elle se hasarda à nouveau à jeter un coup d'œil, le valet de pied poisson était parti et l'autre était assis sur le sol près de la porte à regarder fixement le ciel d'un air stupide. Alice alla timidement jusqu'à la porte et frappa. « Ce n'est pas la peine de frapper, » dit le valet de pied, « et cela pour 2 raisons. La première, c'est que je suis du même côté de la porte que toi. La seconde, parce qu'il y a tellement de bruit à l'intérieur que personne ne peut t'entendre. » En effet, un vacarme vraiment extraordinaire retentissait dans la maison. Un bruit continu de hurlements et d'éternuements, ponctué de temps à autre par un grand fracas, comme si on brisait un plat ou une marmite en 1000 morceaux. « En ce cas, déclara Alice, pouvez-vous, je vous prie, me dire comment je dois faire pour entrer ? » « Il y aurait peut-être quelque sens à frapper à la porte, » continua le valet de pied, sans prêter attention aux paroles d'Alice, « si cette dernière était entre nous. Par exemple, si tu étais à l'intérieur, tu pourrais frapper, et moi, vois-tu, je pourrais te faire sortir. » Il ne cessait pas de regarder le ciel tout en parlant, ce qu'Alice trouvait parfaitement impoli. « Après tout, pensa-t-elle, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. Il a les yeux si près du haut de sa tête. Mais, du moins, il pourrait répondre aux questions qu'on lui pose. « Comment dois-je faire pour entrer ?» répéta-t-elle à voix haute. « Je vais, » déclara le valet de pied, « rester assis ici jusqu'à demain. » À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit et une grande assiette fendit l'air droit vers la tête du valet de pied. Elle lui effleura le nez pour se briser enfin contre un des arbres qui se trouvait derrière lui. « Ou après-demain, peut-être, » continua-t-il sur le même ton, exactement comme si rien ne s'était passé. « Comment dois-je faire pour entrer ?» demanda Alice en élevant la voix. « Faut-il vraiment que tu entres ?» riposta-t-il. «
Voilà la première question à poser. Cela ne faisait aucun doute, mais Alice n'aimait pas qu'on lui parlât ainsi. La façon dont toutes ces créatures discutent est vraiment insupportable, murmura-t-elle. Il y a de quoi vous rendre folle. Le valet de pied dut penser que c'était le bon moment pour répéter sa remarque avec des variantes. Je resterai assis ici, sans désemparer, dit-il, pendant des jours et des jours. Mais moi, que dois-je faire demanda Alice. Ce que tu voudras, répondit-il en se mettant à siffler. Oh, il est inutile de lui parler, s'exclama Alice en désespoir de cause. Il est complètement idiot. Sur ces mots, elle ouvrit la porte et entra. La porte donnait directement sur une grande cuisine, complètement enfumée. La duchesse, assise sur un tabouret à 3 pieds, était en train de bercer un bébé. La cuisinière, penchée au-dessus du feu, remuait le contenu d'un grand chaudron qui paraissait rempli de soupe. « Il y a certainement trop de poivre dans cette soupe, » parvint à dire Alice, tout en éternuant. Il y en avait certainement beaucoup trop dans l'air. La duchesse elle-même éternuait de temps à autre. Le bébé éternuait et braillait alternativement, sans interruption. Les seuls occupants de la cuisine qui n'éternuaient pas étaient la cuisinière et un gros chat allongé devant l'âtre qui souriait jusqu'aux oreilles. « S'il vous plaît, madame, demanda Alice assez timidement, car elle n'était pas très sûre qu'il fût très poli de parler la première. « Pourriez-vous me dire pourquoi votre chat sourit comme cela ?»« C'est un chat du Westshire. Voilà pourquoi, » répondit la duchesse. « Cochon !» Elle prononça ce dernier mot avec une violence si soudaine qu'Alice sursauta. Mais l'instant d'après, elle vit que le mot s'adressait au bébé et non pas à elle. C'est pourquoi elle reprit courage et continua. « Je ne savais pas que les chats du Westshire souriaient toujours. En fait, je ne savais pas que les chats étaient capables de sourire. » « Ils en sont tous capables, et la plupart d'entre eux le font. » « Je ne savais pas qu'il y en eût un seul au monde capable de le faire, » dit Alice très poliment, toute heureuse de voir que la conversation était engagée. « Tu n'as pas vu grand-chose, c'est un fait. » Le ton de cette remarque déplut beaucoup à Alice, qui pensa qu'il vaudrait peut-être mieux passer à un autre sujet. Pendant qu'elle essayait d'en trouver un, la cuisinière retira le chaudron du feu, puis se mit immédiatement à jeter sur la duchesse et sur le bébé tout ce qui lui tomba sous la main. D'abord vinrent la pelle, les pincettes et le tisonnier. Ensuite, ce fut une averse de casseroles, d'assiettes et de plats. La duchesse ne faisait aucune attention à ces objets, même lorsqu'il la frappait. Quant au bébé, il hurlait déjà si fort qu'il était parfaitement impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. « Oh, je vous en supplie, prenez garde à ce que vous faites !» s'écria Alice en bondissant d'inquiétude et de terreur. « Oh, cela y est, cette fois c'est son pauvre petit nez !» ajouta-t-elle en voyant une casserole particulièrement volumineuse effleurer le visage du bébé. « Si chacun s'occupait de ses affaires, grommela la duchesse d'une voix rauque, la terre tournerait beaucoup plus vite qu'elle ne le fait. »« Ce qui ne nous avancerait à rien, » dit Alice, toute heureuse d'étaler un peu de ses connaissances. « Pensez au désordre que cela amènerait dans la succession du jour et de la nuit. Voyez-vous, la terre tourne sur elle-même pendant 24 heures sans relâche. »« À propos de hache, » dit la duchesse, « coupez-lui donc la tête !» Alice jeta un coup d'œil anxieux vers la cuisinière pour voir si elle avait l'intention de prendre l'ordre au pied de la lettre. Mais elle était fort occupée à remuer la soupe et n'avait pas l'air d'écouter. Alice se hasarda donc à poursuivre. « Du moins, il me semble bien que c'est 24, ou bien est-ce 12, je... »« Oh, ne t'embête pas avec tes chiffres, » s'écria la duchesse. « Je n'ai jamais pu supporter les chiffres. » Là-dessus, elle se mit à bercer son enfant, tout en lui chantant une espèce de berceuse et en le secouant violemment à la fin de chaque vers. « Parle durement à ton petit garçon, et bats-le lorsqu'il éternue. Il fait cela uniquement parce que c'est un polisson et qu'il sait ce qui nous tue. » Ouh. Pendant tout ce temps que la duchesse chantait, la seconde strophe de la chanson,
Elle n'arrêta pas de balloter violemment le bébé de haut en bas, et le pauvre petit hurlait si fort qu'Alice put à peine distinguer les paroles. « Je parle durement à mon garnement, je le bats lorsqu'il éternue, car il peut aimer complètement le poivre que dans les narines j'insinue. Ouh, ouh, ouh. »« Tiens, tu peux le bercer un peu si tu veux, » dit la duchesse à Alice en lui jetant le bébé comme un paquet. « Il faut que j'aille m'apprêter pour la partie de croquet de la reine. » Et elle sortit vivement de la pièce. La cuisinière lui lança une poêle à frire au moment où elle franchissait la porte et la manqua de peu. Alice eut du mal à saisir le bébé qui avait une forme bizarre et qui étendait bras et jambes dans toutes les directions. Exactement comme une étoile de mer, pensa-t-elle. Le pauvre petit grognait aussi bruyamment qu'une machine à vapeur quand elle l'attrapa et ne cessait de se tortiller comme un ver, si bien que, pendant les 2 premières minutes, tout ce qu'elle put faire fut de l'empêcher de tomber. Dès qu'elle eut compris comment il fallait s'y prendre pour le tenir, c'est-à-dire en faire une espèce de nœud, puis le saisir fermement par l'oreille droite et par le pied gauche pour l'empêcher de se dénouer, elle l'emporta en plein air. « Si je n'emmène pas cet enfant avec moi, songea-t-elle, elles ne manqueront pas de le tuer d'ici 1 jour ou 2. Ce serait un véritable crime que de l'abandonner ici. » Elle prononça ces derniers mots à haute voix, et le bébé poussa en réponse un petit grognement. Il avait cessé d'éternuer à présent. « Ne grogne pas, dit Alice. Cela n'est pas une façon convenable de s'exprimer. » Le bébé poussa un second grognement, et elle le regarda bien en face d'un air inquiet pour voir quel était le problème. Sans aucun doute, son nez, extrêmement retroussé, ressemblait davantage à un groin qu'à un nez véritable. D'autre part, ses yeux étaient bien petits pour des yeux de bébé. Dans l'ensemble, l'aspect de ce nourrisson déplaisait beaucoup à Alice. Mais peut-être étaient-ce uniquement ses sanglots, pensa-t-elle, et elle examina ses yeux de très près pour voir s'il n'y avait pas de larmes. Non, il n'y en avait pas. « Si jamais tu te transformes en cochon, mon chéri, déclara Alice d'un ton sérieux, je ne m'occuperai plus de toi. Fais attention à mes paroles. » Le pauvre petit sanglota de nouveau, ou grogna, puisqu'il était impossible de faire la différence, et tous deux poursuivirent leur route quelque temps en silence. Alice commençait à se dire « Que vais-je faire de cette créature quand je l'aurai amenée à la maison ?» lorsque le bébé poussa un nouveau grognement si fort, cette fois, qu'elle examina à nouveau son visage avec inquiétude. Il n'y avait pas moyen de s'y tromper. Cette fois, c'était bel et bien un cochon. Et elle sentit qu'il serait parfaitement absurde de le porter plus loin. Elle déposa donc la petite créature sur le sol et fut soulagée de le voir trottiner tranquillement vers le bois où il pénétra. « S'il avait grandi, se dit-elle, ça aurait fait un enfant horriblement laid. Mais je trouve que cela fait un assez joli cochon. » Elle se mit à penser aux autres enfants de sa connaissance qui auraient pu faire de très jolis cochons. Et elle était en train de songer. Si seulement on savait comment s'y prendre pour les transformer. Lorsqu'elle sursauta légèrement en voyant le chat du Westshire assis sur une branche d'arbre à quelques mètres d'elle. Le chat se contenta de sourire en voyant Alice. Elle lui trouva l'air fort aimable. Pourtant, il y avait des griffes extrêmement longues et un très grand nombre de dents. Aussi, elle sentit qu'elle devait le traiter avec respect. « Minet du Westshire » commença-t-elle assez timidement, car elle ne savait pas trop si ce nom lui plairait. Le chat se contenta alors de sourire plus largement. « Allons, jusqu'ici, il est satisfait, » pensa Alice, qui continua. « Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ? » « Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, » répondit le chat. « Peu m'importe l'endroit, » dit Alice. « En ce cas, peu importe la route que tu prendras, » répliqua-t-il. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en guise d'explication. « Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. » Alice comprit que c'était indiscutable. En conséquence, elle essaya une autre question.
Quelles espèces de gens trouve-t-on dans ces parages? Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un vague geste de sa patte droite, habite un chapelier. Et dans cette direction-là, il fit un geste de sa patte gauche, habite le lièvre de Mars. Tu peux aller rendre visite à l'un ou l'autre. Ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle? Demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venue ici. Alice pensait que ce n'était pas une preuve suffisante, mais elle continua. Et comment savez-vous que vous êtes fou? Pour commencer, dit le chat, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou? Sans doute. Eh bien, vois-tu, continua le chat, tu remarqueras qu'un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. Or, moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Moi, j'appelle cela ronronner, pas gronder, objecta Alice. Appelle cela comme tu voudras, dit le chat. Est-ce que tu es de la partie de croquet de la reine cet après-midi? Je voudrais bien, répondit Alice, mais je n'ai pas encore été invitée. Tu m'y verras, dit le chat. Et il disparut. Alice ne s'en étonna guère, tellement elle était habituée à voir se passer des choses bizarres. Pendant qu'elle regardait l'endroit où le chat s'était trouvé, il réapparut. « À propos, fit-il, qu'est devenu le bébé? J'allais oublier de te le demander. » Il s'est transformé en cochon, répondit Alice d'une voix calme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Cela ne m'étonne pas, déclara le chat. Et il disparut de nouveau. Alice attendit encore un peu dans l'espoir de le voir réapparaître, mais il n'en fit rien, et au bout d'1 ou 2 minutes, elle s'en alla vers l'endroit où on lui avait dit qu'y habitait le lièvre de Mars. « J'ai déjà vu des chapeliers, se dit-elle. Le lièvre de Mars sera beaucoup plus intéressant à voir, et, comme nous sommes en mai, peut-être qu'il ne sera pas fou furieux. Du moins, peut-être sera-t-il moins fou qu'il ne l'était en mars. » Comme elle prononçait ces mots, elle leva les yeux, et voilà qu'elle aperçut à nouveau le chat assis sur une branche. « Est-ce que tu as dit cochon ou cocon ?» demanda-t-il. « J'ai dit cochon, » répondit Alice. « Et je voudrais bien que vous n'apparaissiez pas et ne disparaissiez pas si brusquement. Cela me fait tourner la tête. »« C'est bon, » dit le chat. Et cette fois, il disparut très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui persista un bon bout de temps après que le reste de l'animal eut disparu. « Ma parole, pensa Alice, j'ai souvent vu un chat sans un sourire, mais jamais un sourire sans un chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de toute ma vie. » Avant d'être allée bien loin, elle aperçut la maison du lièvre de Mars. Du moins, elle pensa que c'était bien sa maison, parce que les cheminées étaient en forme d'oreille et que le toit était couvert de fourrure en guise de chaume. La maison semblait si grande qu'Alice n'osa pas s'approcher avant d'avoir grignoté un peu du morceau de champignon qu'elle tenait dans la main gauche, et d'avoir atteint 60 centimètres environ. Même alors, elle reprit son chemin assez timidement, tout en se disant « Et s'il est fou furieux, après tout ? Je regrette presque de ne pas être allée voir le chapelier. » Chapitre 7. Un thé chez les fous. Sous un arbre devant la maison se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir, qui dormait profondément, était assis entre eux, et les 2 autres appuyaient leurs coudes sur lui comme un coussin en parlant par-dessus sa tête.
C'est bien incommode pour le Loir, pensa Alice. Mais comme il dort, je suppose que cela lui est égal. La table était très grande. Pourtant, tous trois se serraient l'un contre l'autre dans un même coin. « Pas de place, pas de place !» s'écrièrent-ils en voyant Alice. « Il y a de la place à revendre !» répondit-elle avec indignation. Et elle s'assit dans un grand fauteuil à un bout de la table. « Prends donc un peu de vin !» proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. « Je ne vois pas de vin » fit-elle observer. « Il n'y en a pas » dit le lièvre de Mars. « En ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir » répliqua Alice d'un ton furieux. « Ce n'est pas très poli de ta part de t'asseoir sans y être invité » riposta le lièvre de Mars. « Je ne savais pas que c'était votre table » répondit Alice. « Elle est mise pour plus de 3 personnes. »« Tu as besoin de te faire couper les cheveux » déclara le chapelier. Il y avait un bon moment qu'il la regardait avec beaucoup de curiosité, et c'étaient les premières paroles qu'il prononçait. « Vous ne devriez pas faire d'allusions personnelles, » répliqua Alice sévèrement. « C'est extrêmement grossier. » Le chapelier ouvrit ses grands yeux en entendant cela, mais il se contenta de demander « Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ?»« Parfait, nous allons nous amuser, » pensa Alice. « Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner cela, » ajouta-t-elle à haute voix. « Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse ?» demanda le lièvre de Mars. « Exactement. »« En ce cas, tu devrais dire ce que tu penses. »« Mais c'est ce que je fais, » répondit Alice vivement. « Du moins, je pense ce que je dis, et c'est la même chose, n'est-ce pas ?»« Mais pas du tout !» s'exclama le chapelier. « C'est comme si tu disais que je vois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je vois. » Comme si tu disais, reprit le lièvre de Mars, que j'aime ce que j'ai, c'est la même chose que j'ai ce que j'aime. C'est comme si tu disais, ajouta le Loir, qui semblait-il parlait tout en dormant, que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. C'est bien la même chose pour toi, dit le chapelier au Loir. Sur ce, la conversation tomba, et tous les 4 restèrent sans parler pendant 1 minute, tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux, et ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre « Le 4 ». « Elle retarde de 2 jours, » murmura le chapelier en soupirant. « Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages, » ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. « C'était le meilleur beurre que j'ai pu trouver, » répondit l'autre d'un ton humble. « Sans doute, mais quelques miettes ont dû entrer en même temps, » grommela le chapelier. « Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. » Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne put trouver rien de mieux que de répéter sa remarque initiale. C'était la meilleure qualité de beurre, croyez-moi. Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama « Quelle drôle de montre! Elle indique le jour du mois et elle n'indique pas l'heure. » « Pourquoi indiquerait-elle l'heure » murmura le chapelier. « Est-ce que ta montre à toi indique l'année où l'on est ?»« Bien sûr que non, » répondit Alice sans hésiter. « Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps. »« Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi, » affirma le chapelier. Alice se sentit terriblement déconcertée. La remarque du chapelier semblait n'avoir aucun sens, et pourtant elle était grammaticalement correcte. « Je ne comprends pas très bien, » dit-elle aussi poliment qu'elle le put. «
Tiens, le Loir s'est endormi, fit observer le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le museau. Le Loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. As-tu trouvé la réponse à la devinette demanda le chapelier en se tournant vers Alice. Non, j'y renonce. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Moi non plus, dit le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, dit le chapelier, tu ne parlerais pas de le perdre comme une chose. Le temps est un être vivant. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, répondit Alice. Naturellement, s'exclama-t-il en jetant la tête en arrière d'un air de mépris. Je suppose bien que tu n'as jamais parlé au temps. Peut-être que non, répondit-elle prudemment. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps quand je prends ma leçon de musique. Ah, cela explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. Par exemple, suppose qu'il soit 9 heures du matin, l'heure de commencer tes leçons. Tu n'as qu'à dire un mot au temps, et les aiguilles tournent en un clin d'œil. Voilà qu'il est 1h30 de l'heure du déjeuner. Si seulement cela pouvait être vrai, murmura le lièvre de Mars. Évidemment, ce serait magnifique, dit Alice d'un ton pensif. Mais, voyez-vous, je n'aurais pas assez faim pour manger. Au début, peut-être pas, déclara le chapelier. Mais tu pourrais faire rester la pendule sur 1h30 aussi longtemps que tu voudrais. Est-ce ainsi que vous faites, vous? Le chapelier secoua négativement la tête d'un air lugubre. Hélas, non, répondit-il. Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. C'était au grand concert donné par la reine de chœur où je devais chanter. Scintille, scintille, petite chauve-souris, comment s'étonner que tu sois ici? Je suppose que tu connais cette chanson. J'ai entendu quelque chose de ce genre, répondit Alice. Vois-tu, elle continue comme ceci, continua le chapelier. Loin au-dessus du monde, tu voles, comme un plateau de thé dans le ciel. Scintille, scintille. Ici, le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Scintille, 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 scintille. Et il continua pendant si longtemps qu'ils durent le pincer pour le faire taire. Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet, reprit le chapelier, que la reine se leva d'un bond en hurlant « Il est en train de tuer le temps, qu'on lui coupe la tête !» Quelle horrible cruauté s'exclama Alice. Et depuis ce jour-là, continua le chapelier d'un ton lugubre, le temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. Alice eut une idée lumineuse. « Est-ce pour cela qu'il y avait tant de tasses à thé sur la table ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est pour cela, » répondit le chapelier en soupirant. « C'est toujours l'heure du thé, et nous n'avons donc jamais le temps de faire la vaisselle. » Alors, je suppose que vous faites perpétuellement le tour de la table ? Exactement, à mesure que les tasses sont sales. Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses ? Se hasarda à demander Alice. Si nous changions de sujet, interrompit le lièvre de Mars en bâillant. Je commence à en avoir assez de tout ceci. Je propose que cette jeune fille nous raconte une histoire. J'ai bien peur de ne pas avoir d'histoire, dit Alice, un peu inquiète. En ce cas, le Loir va nous en raconter une, s'écrièrent-ils tous les deux. Hé, le Loir, réveille-toi. Et ils le pincèrent en même temps des deux côtés. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je ne dormais pas, murmura-t-il d'une voix faible et enrouée. J'ai entendu tout ce que vous disiez sans en perdre un seul mot. Raconte-nous une histoire, ordonna le lièvre de Mars.
Oh oui, je vous en prie, dit Alice. Et tâche de te dépêcher, ajouta le chapelier. Sans cela, tu vas te rendormir avant d'avoir fini. Il était une fois 3 petites sœurs, commença le Loir en toute hâte. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient au fond d'un puits. De quoi se nourrissaient-elles ? Demanda Alice, qui s'intéressait toujours beaucoup au manger et au boire. Elles se nourrissaient de mélasse, répondit le Loir après 2 minutes de réflexion. Voyons, cela n'est pas possible, fit observer Alice d'une voix douce. Elles auraient été malades. Elles étaient malades, très malades. Alice essaya de s'imaginer à quoi pourrait bien ressembler ce genre d'existence si extraordinaire, mais cela lui cassa tellement la tête qu'elle préféra continuer à poser des questions. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? Prends donc un peu plus de thé, lui dit le lièvre de Mars, le plus sérieusement du monde. Je n'ai encore rien pris, répondit-elle d'un ton offensé. Je ne peux pas prendre quelque chose de plus. Tu veux dire que tu ne veux pas prendre quelque chose de moins, fit observer le chapelier. Mais il est très facile de prendre plus que rien. Personne ne vous a demandé votre avis, répliqua Alice. Qui est-ce qui fait des allusions personnelles à présent ? Demanda le chapelier d'un ton de triomphe. Alice ne sut que trop répondre à cela. En conséquence, elle prit un peu de thé et de pain beurré, puis elle se tourna vers le Loir et répéta sa question. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? De nouveau, le Loir réfléchit pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, il déclara « C'était un puits de mélasse ». « Cela n'existe pas, » dit Alice avec colère. Mais le chapelier et le lièvre de Mars firent « Chut, chut !» Et le Loir observa d'un ton maussade. « Si tu ne peux pas être poli, tu ferais mieux d'en finir toi-même l'histoire. »« Non, continuez, je vous en prie, » dit Alice, se faisant humble. « Je ne vous interromprai plus. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre, un seul. »« Un seul ? Vraiment ?» s'exclama le Loir d'un ton indigné. Néanmoins, il consentit à continuer. « Donc, ces 3 petites sœurs, vois-tu, elles apprenaient à puiser. »« Que puisaient-elles » demanda Alice, oubliant tout à fait sa promesse. « De la mélasse, » dit le Loir, sans prendre le temps de réfléchir cette fois. « Je veux une tasse toute propre » interrompit le chapelier. « Avançons tous d'une place. » Il avança tout en parlant, et le Loir le suivit. Le lièvre de Mars prit la place que le Loir venait de quitter, et Alice, un peu à contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à profiter du changement. Alice se trouva bien plus mal installée qu'auparavant, parce que le lièvre de Mars venait de renverser la jatte de lait de son assiette. Ne voulant pas offenser le Loir de nouveau, elle commença à dire très prudemment. « Mais je ne comprends pas. Où puisait-elle cette mélasse ?»« On peut puiser de l'eau dans un puits d'eau, » répliqua le chapelier. « Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse. Hein, pauvre sotte !»« Mais, voyons, elles étaient bien au fond du puits ?» demanda Alice au Loir en jugeant préférable de ne pas relever les 2 derniers mots. « Bien sûr, » répliqua le Loir. « Eh bien, bien au fond. » Cette réponse brouilla tellement les idées de la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir continuer pendant un bon bout de temps sans l'interrompre. Elles apprenaient aussi à dessiner, poursuivit-il en bâillant et en se frottant les yeux, car il avait grand sommeil. Et elles dessinaient toutes sortes de choses, tout ce qui commence par B. « Pourquoi par B ?» demanda Alice. « Pourquoi pas ?» rétorqua le lièvre de Mars. Alice ne répondit pas. Le Loir avait fermé les yeux et il commençait à somnoler. Mais quand le chapelier l'eut pincé, il s'éveilla et poussa un petit cri aigu et reprit. « Qui commence par B, tel qu'un bilboquet, une bergamote, la berlue ou un bonnet. Tu sais qu'il y a des expressions telles que blanc bonnet et bonnet blanc ? As-tu jamais vu un dessin représentant un blanc bonnet ? Vraiment,
Maintenant que vous m'en parlez, dit Alice, qui ne savait plus où elle en était, je ne crois pas que... En ce cas, tu devrais te taire, fit observer le chapelier. Cette grossièreté était plus que la fillette n'en pouvait supporter. Complètement dégoûtée, elle se leva et s'éloigna. Le Loir s'endormit immédiatement. Les deux autres ne prêtèrent pas la moindre attention au départ d'Alice, quoiqu'elle se retournât 2 ou 3 fois dans l'espoir qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient de plonger le Loir dans la théière. « En tout cas, je ne reviendrai jamais par ici, déclara-t-elle, tout en cheminant dans le bois. C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie. » Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était muni d'une porte qui permettait d'y pénétrer. « Voilà qui est bien curieux, pensa-t-elle. Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais aussi bien de rentrer tout de suite. » Et elle entra. Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle, tout près de la petite table en verre. Cette fois-ci, je vais m'y prendre un peu mieux, se dit-elle. Et elle commença par s'emparer de la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui donnait sur le jardin. Puis, elle se mit à grignoter le champignon dont elle avait gardé un morceau dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle n'eût plus que 30 centimètres. Puis, elle traversa le petit corridor, et puis, elle se trouva enfin dans le beau jardin au milieu des parterres de fleurs aux couleurs vives et des fraîches fontaines. Chapitre 8. Le terrain de croquet de la reine. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Il était tout couvert de roses blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Ceci sembla très curieux à Alice, qui s'approcha pour les regarder faire, et juste au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui disait « Fais donc attention, 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme cela !»« Je ne l'ai pas fait exprès, » répondit l'autre d'un ton maussade. « C'est 7 qui m'a poussé le coude. » Sur quoi, 7 leva les yeux et déclara « C'est cela, ne te gêne pas, 5. Tu prétends toujours que c'est la faute des autres. »« Toi, tu ferais mieux de te taire, » répliqua 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais qu'on te coupe la tête. »« Et pourquoi ?» demanda celui qui avait parlé en premier. « Cela ne te regarde pas. »« Parfaitement que cela le regarde, » déclara 5. « Et je vais lui dire pourquoi. Parce que tu as apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu d'oignons ordinaires. » 7 jeta son pinceau, et il venait de dire « Ma parole, de toutes les calomnies !» lorsque les yeux se posèrent par hasard sur Alice, en train de les regarder. Il s'interrompit brusquement. Les 2 autres se retournèrent, et tous firent une profonde révérence. « Voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu timidement, pourquoi vous peignez ces roses ?» 5 et 7 restèrent muets et se tournèrent vers 2, qui commença à voix basse. « Ma foi, voyez-vous, mamselle, pour dire la vérité vraie, ce rosier-là, ça aurait dû être un rosier rouge, et nous en avons planté un blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, on aurait tous la tête coupée, voyez-vous. Aussi, voyez-vous, mamselle, on fait de notre mieux avant qu'elle arrive pour... » À ce moment, 5, qui regardait avec anxiété vers le fond du jardin, se mit à crier « La reine! La reine !» Et les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre. On entendit un bruit de pas nombreux, et Alice, qui mourait d'envie de voir la reine, se retourna. Venaient d'abord, armés de massues en forme d'as de trèfle, 10 soldats ayant le même aspect que les 3 jardiniers, plats et rectangulaires, avec des pieds et des mains aux 4 coins. Venaient ensuite 10 courtisans aux habits constellés de diamants en forme d'as de carreau, qui marchaient 2 par 2 comme des soldats. Après eux venaient les enfants royaux. Il y en avait 10, et ces petits amours avançaient par couple, la main dans la main, en sautant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités, pour la plupart des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc.
Il parlait vite, d'un ton nerveux, en souriant à tout ce qu'on disait, et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Derrière les invités s'avançait le valet de cœur qui portait la couronne royale sur un coussin de velours rouge, et à la fin de ce cortège imposant venaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle ne devait pas se prosterner devant eux, face contre terre, comme les 3 jardiniers. Mais elle ne put se rappeler avoir jamais entendu dire que c'était la règle quand un cortège passait. D'ailleurs, pensa-t-elle, à quoi servirait le cortège si chacun devait se prosterner devant lui face contre terre et ne pouvait pas le voir passer? Elle resta donc immobile à sa place et attendit. Quand ces divers personnages arrivèrent à hauteur de Alice, tous s'arrêtèrent pour la regarder, et la reine demanda d'une voix sévère. « Qui est-ce » Elle dit cela au valet de cœur, qui, pour toute réponse, se contenta de s'incliner en souriant. « Imbécile !» s'exclama la reine, en rejetant la tête en arrière d'un air impatient. Puis, se tournant vers Alice, elle continua. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Je m'appelle Alice, plaise à votre majesté, » répondit Alice très poliment. Mais elle ajouta en elle-même, « Après tout, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'eux. » « Et qui sont ceux-là » demanda la reine en montrant du doigt les 3 jardiniers étendus autour du rosier. Car, voyez-vous, comme ils étaient couchés le visage contre terre et comme le dessin de leur dos était le même que celui des autres cartes du jeu, elle ne pouvait distinguer si c'étaient des jardiniers, des courtisans, des 3 ou 3 de ses propres enfants. « Comment voulez-vous que je le sache » répondit Alice, surprise de son courage. « Ce n'est pas mon affaire, à moi. » La reine devint écarlate de fureur. Puis, après avoir regardé férocement la fillette comme une bête sauvage, elle se mit à hurler « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui… » « Quelle bêtise !» s'exclama Alice d'une voix forte et décidée. Et la reine se tut. Le roi lui mit la main sur le bras en murmurant timidement. « Réfléchissez un peu, ma chère amie, ce n'est qu'une enfant. » Elle se détourna de lui d'un air courroucé et ordonna au valet « Retournez-les !» Le valet les retourna, très prudemment du bout du pied. « Debout !» cria la reine d'une voix forte et perçante. Sur ce, les 3 jardiniers se dressèrent d'un bond sans plus attendre, et ils se mirent à s'incliner devant le roi et la reine, les enfants royaux et tous les personnages du cortège. « Arrêtez !» ordonna la reine. « Vous me donnez le vertige. » Puis, se tournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'étiez-vous donc en train de faire ?»« Plaise à votre majesté » commença Deux d'une voix très humble, en mettant un genou à terre. « Nous essayons… » « Je comprends, » dit la reine, qui avait examiné les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Sur ces mots, le cortège se remit en route, à l'exception de 3 soldats qui restèrent en arrière pour exécuter les infortunés jardiniers qui se précipitèrent vers Alice pour implorer sa protection. « Je ne veux pas qu'on leur coupe la tête !» s'exclama-t-elle en mettant un grand pot de fleurs, en les mettant dans un grand pot de fleurs qui se trouvait là. Les 3 soldats les cherchèrent dans toutes les directions pendant 1 à 2 minutes, puis ils s'en allèrent tranquillement à la suite du cortège. « Est-ce qu'on leur a coupé la tête ?» cria la reine. « Leur tête a disparu, plaise à votre majesté, » répondirent les soldats. « C'est parfait, » brailla la reine. « Sais-tu jouer au croquet ?» Les soldats restèrent silencieux et regardèrent Alice, car c'était évidemment à elle que s'adressait la question. « Oui !» vociféra-t-elle. « Alors, arrive !» hurla la reine. Et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qui allait se passer ensuite. « Il fait très beau aujourd'hui !» murmura d'une voix timide tout près d'elle. C'était le lapin blanc, qui marchait à son côté et fixait sur elle un regard anxieux. « Très beau !» dit Alice. « Où est donc la duchesse ?»« Chut, chut !» murmura vivement le lapin en regardant derrière lui d'un air craintif.
Puis, se dressant sur la pointe des pieds, il mit sa bouche contre l'oreille d'Alice et ajouta à voix basse. « Elle a été condamnée à avoir la tête coupée. » « Quel carnage !»« Avez-vous dit quel dommage ?»« Non, je ne trouve pas que ce soit du tout dommage. Mais qu'a-t-elle donc fait ?»« Elle a giflé la reine, » commença le lapin. Comme Alice se mettait à rire aux éclats, il murmura d'une voix craintive. « Chut, je vous en prie, la reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse est arrivée en retard et la reine lui a dit... »« Prenez vos places !» cria la reine d'une voix de tonnerre. Sur quoi, tous se mirent à courir dans tous les sens en se cognant tous les uns les autres. Néanmoins, au bout d'1 à 2 minutes, chacun se trouva à son poste et la partie commença. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse. Les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants vivants, et les soldats devaient se courber en deux, pieds et mains placés au sol pour former les arceaux. Dès le début, Alice trouva que le plus difficile était de se servir de son flamand. Elle arrivait sans trop de peine à le tenir à plein corps sous son bras, les pattes pendantes. Mais généralement, au moment précis où, après lui avoir mis le coup bien droit, elle s'apprêtait à cogner sur le hérisson avec sa tête, le flamand ne manquait pas de se retourner et de la regarder bien en face, d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire. D'autre part, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, elle trouvait on ne peut plus exaspérant de s'apercevoir que le hérisson s'était déroulé et s'éloignait lentement. De plus, il y avait presque toujours un creux ou une bosse à l'endroit où elle se proposait d'envoyer le hérisson, et comme, en outre, les soldats courbés en deux n'arrêtaient pas de se redresser pour s'en aller vers d'autres parties du terrain, Alice en vient bientôt à la conclusion que c'était vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils se disputaient sans arrêt et s'arrachaient les hérissons. Au bout d'un instant, la reine, entrant dans une furieuse colère, parcourut le terrain en tapant du pied et en criant « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» à peu près 1 fois par minute. Alice commençait à se sentir très inquiète. À vrai dire, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre, et dans ce cas, pensa-t-elle, qu'est-ce que je deviendrais ? Ils sont terribles avec leur manie de couper la tête aux gens. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y ait encore des survivants. Elle était en train de regarder autour d'elle pour voir s'il y avait moyen de s'échapper en se demandant si elle pouvait s'éloigner sans qu'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua une curieuse apparition dans l'air. Elle fut tout d'abord intriguée, car elle n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Mais après avoir regardé attentivement pendant 1 à 2 minutes, elle comprit que c'était un sourire, et elle pensa « C'est le chat du Westshire, je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un. »« Comment vas-tu » dit le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit l'apparition de ses yeux pour le saluer d'un signe de tête. Il est inutile de lui parler, pensa-t-elle, avant que ses oreilles ne se montrent, du moins une des deux. Au bout d'1 minute, toute la tête était visible. Alice posa alors son flamand et se mit à lui raconter la partie de croquet, toute heureuse d'avoir quelqu'un qui voulut bien l'écouter. Le chat jugea sans doute qu'on voyait une partie suffisante de sa personne, et il n'en apparut pas davantage. « Je trouve qu'il ne joue pas du tout honnêtement, » commença-t-elle d'un ton assez mécontent, « et il se dispute d'une façon si épouvantable qu'on ne peut pas s'entendre parler. Et on dirait qu'il n'y a aucune règle du jeu. En tout cas, s'il y en a, personne ne les suit. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est déconcertant d'avoir affaire à des accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain, et je suis sûre que j'aurais croqué le hérisson de la reine il y a un instant, mais il s'est enfui en voyant arriver le mien. « Que penses-tu de la reine » demanda le chat à voix basse. « Elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement... » Juste à ce moment, elle s'aperçut que la reine était tout près derrière eux, en train d'écouter.
C'est pourquoi elle continua ainsi. Sûre de gagner à ces jeux que c'est presque inutile de finir la partie. La reine passa son chemin en souriant. « À qui diable parles-tu » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant la tête du chat avec beaucoup de curiosité. « À l'un de mes amis, un chat du Westshire. Permettez-moi de vous le présenter. »« Je n'aime pas du tout sa mine, » déclara le roi. « Néanmoins, je l'autorise à me baiser la main s'il le désire. »« J'aime mieux pas, » riposta le chat. « Ne faites pas l'impertinent, dit le roi, et ne me regardez pas comme cela, ajouta-t-il en se mettant derrière Alice. Un chat peut bien regarder un roi, fit-elle observer. J'ai lu cela dans mes livres, je ne me rappelle plus où. C'est possible, mais il faut le faire disparaître, affirma le roi d'un ton décidé. Puis il cria à la reine qui se trouvait à passer à ce moment. « Ma chère amie, je voudrais bien que vous fassiez disparaître ce chat. » La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes ces difficultés. « Qu'on lui coupe la tête !» cria-t-elle, sans même se retourner. « Je vais aller chercher le bourreau moi-même, » dit le roi avec empressement, et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien de rejoindre les joueurs pour voir où en était la partie, car elle entendait dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de colère. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête coupée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car la partie était tellement embrouillée qu'elle ne savait jamais si c'était son tour ou non de jouer. En conséquence, elle se mit à la recherche de son hérisson. Celui-ci livrait bataille à un autre hérisson, et Alice vit là une excellente occasion d'utiliser un peu l'un pour croquer l'autre. Le seul ennui était que son flamand se trouvait à l'autre extrémité du jardin, où elle pouvait le voir qui essayait vainement de s'envoler pour se percher sur un arbre. Avant qu'elle n'eût attrapé et ramené le flamand, la bataille était déjà terminée, et les 2 hérissons avaient disparu. « Mais cela n'a pas grande importance, » pensa-t-elle, puisqu'il ne reste plus un seul arceau de ce côté-ci du terrain. Elle fourra donc le flamand sous son bras pour l'empêcher de s'échapper de nouveau, puis revint vers son ami pour continuer la conversation. Quand elle arriva à l'endroit où se trouvait le chat du Westshire, elle fut fort étonnée de voir qu'une foule nombreuse l'entourait. Le bourreau, le roi et la reine se disputaient en parlant tous à la fois, tandis que le reste de l'assistance se taisait d'un air extrêmement gêné. Dès qu'Alice apparut, les 3 personnages firent appel à elle pour régler le différend. Chacun lui exposa ses arguments, mais comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le bourreau déclarait qu'il était impossible de couper la tête s'il n'y avait pas de corps dont il pût la séparer, qu'il n'avait jamais rien fait de semblable jusqu'à présent et qu'il n'allait sûrement pas commencer à son âge. Le roi déclarait que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité et qu'il ne fallait pas raconter de bêtises. La reine déclarait que si on ne prenait pas une décision immédiatement, elle ferait exécuter tout le monde autour d'elle. Cette dernière remarque expliquait l'air grave et inquiet de l'assistance. Alice ne put trouver autre chose à dire que ceci. « Le chat appartient à la duchesse. C'est à elle que vous feriez mieux de vous adresser. »« Elle est en prison, » dit la reine au bourreau. « Allez la chercher et amenez-la ici. » Sur ces mots, le bourreau fila comme une flèche. Dès qu'il fut parti, la tête du chat commença à s'évanouir, et avant que le bourreau ne fût revenu avec la duchesse, elle avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous dans tous les sens pour la retrouver, et le reste de l'assistance s'en alla reprendre la partie interrompue. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo si vous avez apprécié la lecture.